Le 25 janvier, j'ai eu l'occasion d'interviewer deux femmes inspirantes lors d'une soirée de networking organisée par le Paris Afro. Retour sur ce moment en images. L'une des 1001 qualités qu'ont nos trois invités de ce soir. Elles sont intelligentes, elles sont entreprenantes, elles sont inspirantes. Et pour ce premier entretien, je vais demander à Sephora Lukoki Kapinga de me rejoindre. La journaliste Sephora Lukoki Kapinga. Bonjour Sephora. Bonjour Sandy, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va Sephora? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Faut pas. Je te laisse t'installer. Et chers Afro-Parisiens, chères Afro-Parisiennes, je vous demande d'accueillir la première invitée de cette conférence networking, Marie Da Silva. Bonsoir. Bonsoir Marie. Comment ça va Marie? Tu veux une vraie réponse? La vraie réponse. La vraie réponse, c'est que j'ai tenté de rentrer chez moi en douce, mais on m'a rattrapée. Mais je suis là. Tout va bien. En tout cas, tu vas passer un très bon moment. Merci. Parce qu'on connaît déjà un peu ton parcours, mais là, tu vas nous raconter plus en profondeur. Déjà, du coup, tu es fondatrice de l'agence Kali, destinée à coacher les personnes victimes de racisme au travail. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fondé cette agence, premièrement? Je pense en fait qu'il y avait une urgence de répondre à un besoin que moi-même j'avais rencontré et que j'avais pas pu assouvir. Et donc je me suis dit, si moi j'ai eu ce besoin qui n'a pas été comblé, peut-être que d'autres personnes aussi avaient ce besoin d'être accompagnées dans toutes les situations de crise qu'on pouvait connaître en entreprise. Moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé de personnes qui pouvaient m'accompagner, en tout cas dans tout ce que je rencontrais comme problématique en entreprise. Et donc je me suis dit, si cette personne n'existe pas, bah, autant essayer de devenir cette personne qui va à son tour accompagner, qui va partir en fait de sa propre expérience. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à fonder cette agence? Qu'est-ce qui m'a poussé à fonder cette agence? Enfin, je dirais l'urgence. Une urgence dans le fait d'avoir besoin en fait, de transformer une espèce de vécu traumatique. Donc en fait, j'ai pas toujours été coach. J'ai travaillé 10 ans dans la mode, dans le management de la mode. 10 ans où dans chaque salle de réunion, ou dans chaque pièce où j'entrais, j'étais à chaque fois la seule femme noire. 10 ans de ça. Et 10 ans d'être à chaque fois la seule femme noire, 10 ans d'être à chaque fois l'élément coloré sur les photos d'entreprise, en fait ça laisse forcément des séquelles, ça laisse forcément des traces, puisque pendant 10 ans en fait j'étais la personne qu'on désignait comme l'autre. Et donc avec tout ce qui va avec les remarques racistes, la non-reconnaissance de mon travail, la non-reconnaissance de mes compétences, ce syndrome de l'imposteur qui s'installe. Et pendant 10 ans ça, et arrive le moment où on n'en peut plus, on a envie de faire autre chose. Et il y a ce moment où on a envie de faire autre chose, mais on ne sait pas quoi faire. Donc du coup, il y a une vraie urgence à revenir sur mon vécu. Donc je me suis informée pendant 3 mois, j'ai écrit sur un gros cahier tous les incidents racistes, sexistes que j'ai pu vivre pendant ces 10 ans. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple d'un incident celui qui t'a le plus marqué peut-être? Celui qui m'a le plus marqué, donc vous pouvez ne pas me croire, mais avant je portais une grosse afro. Dans laquelle Jean-Michel et Amandine aimaient bien mettre les mains. Donc Jean-Michel et Amandine, ce sont des noms génériques, hein. On se sait. Et en fait, un incident qui m'a marqué, c'est quand je me retrouve, en fait, je gérais des boutiques à l'époque, je me retrouve dans une des boutiques que je gérais à l'époque, avec mon afro, et ma manager de l'époque arrive et me dit, mais Marie, est-ce bien professionnel? Et en fait, elle parlait juste des cheveux qui poussaient sur ma tête, en fait. C'est comme si je te disais que tes yeux noirs ne correspondent pas au poste. C'est la même absurdité. Mais c'est une absurdité que j'avais pas comprise à l'époque. Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu l'as pris? Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où elle t'a dit ça? En fait, quand elle me dit est-ce que c'est bien professionnel, en fait, il y a eu une espèce de vide. Je savais plus où j'habitais, je savais plus comment je m'appelais.
Et en fait, il y a eu ce moment, en fait, c'est un peu, tu sais, imaginons que tu rencontres un extraterrestre et qu'il te parle sa langue pour la première fois, bah, c'est le même effet de sidération, en fait, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et donc, je n'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas compris forcément ce qui se jouait. Et donc, du coup, je lui dis, comment ça, c'est pas professionnel? Elle me fait, non mais, enfin, je sais pas, moi, on se laisse un peu en l'air, est-ce que tu peux faire en sorte que ça soit un peu moins ethnique quand même? Le seum était total. Donc je lui dis ok. Donc à la fin de mon shift, je prends mon sac, je cours à Château d'Eau. Et donc je me fais un peu des tresses comme les tiennes. Et donc elle revient le lendemain pour checker si j'étais professionnelle. Elle me dit ah là c'est encore un peu trop marqué. Donc, qu'est-ce que tu fais? En fait, t'as plus qu'à... Tu regardes ta boîte de défrisage Dark & Lovely droit dans les yeux et tu l'utilises. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai défrisé tous mes cheveux. Je les ai attachés avec un pauvre chignon. Et là, elle m'a dit « Ah là, c'est plus pro !» Et donc, en fait, c'était... Et en fait, cet incident, en fait, quand j'ai commencé à réécrire ce qui m'était arrivé, c'est le premier incident, en fait, qui m'a marqué. Parce que c'était la première fois... En fait, c'est la première fois que c'était aussi explicite. C'était la première fois, en fait, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Parce que je pense aussi que le racisme, en fait, c'est un animal, en fait, qui se réfugie dans une espèce d'ambiguïté. Et c'est ce qui permet, en fait, c'est ce qui lui permet quelque part de perdurer. Et en fait, là, il n'y avait pas de doute. C'est pour ça que c'est le premier incident que j'ai noté dans ce fameux cahier de la rage. Et aujourd'hui, du coup, face à ce genre de situation, comment en fait réagir? Parce que toi, tu l'as vécu, aujourd'hui, tu notes, tu as eu ton carnet, tu as noté beaucoup de choses là-dessus. Aujourd'hui, tu coaches, du coup, les personnes racisées. Par exemple, si ça m'arrive, cette situation qui m'est déjà arrivée, une personne te dit, voilà, tes cheveux ne sont pas pro, comment réagir sur le coup, en fait, et pas attendre plusieurs jours, ou pas se défriser, mais comment réagir et rester... Alors, en fait, le truc, c'est que ce cahier, j'ai aussi... j'ai noté tous ces incidents, etc. Mais ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai imaginé des espèces de fins alternatives. C'est-à-dire que dans ce cahier, en fait, il y avait effectivement l'incident tel qu'il s'était passé, mais il y avait aussi ce que j'imaginais pouvoir faire. Et donc, il y a eu toute une phase où, avec ce cahier, je suis partie voir mes potes. Je leur ai dit, raconte-moi un problème que tu as au travail. Je regarde si j'ai noté quelque chose de similaire dans mon cahier. Je vais essayer de te proposer quelque chose. Et donc, pendant 1 an, j'ai fait de la recherche comme ça. Raconte-moi un problème de taf. J'essaie de te proposer une stratégie qui est imaginée, en fait, sur ce cahier. Imaginons qu'il t'arrive la même chose. En fait, il n'y a pas que les cheveux. Il y a aussi le corps. C'est-à-dire qu'un corps noir dans un espace blanc est considéré en fait comme une espèce d'accident industriel. On ne sait pas ce qu'il fait là. Et en fait, c'est cette obsession en fait de nous catégoriser comme l'autre. En fait, concrètement, un jour, je suis cette femme à qui, une femme noire qui s'est fait convoquer par son manager de l'époque, et son manager lui a dit « Tes tenues ne sont absolument pas professionnelles ». Donc quand elle me contacte, elle me dit, voilà Marie, je viens de me faire convoquer par mon manager, il me dit que mes tenues ne sont pas professionnelles, donc je lui dis, fais-moi voir. Et là, surprise, on ouvre son placard, rien d'extravagant, et là en fait on imagine une stratégie, donc pendant 30 jours, j'ai demandé à cette femme de se prendre en photo tous les matins avec sa tenue. Donc pendant 30 jours, elle se prend religieusement en photo. Et puis, une fois qu'on a eu un dossier conséquent, elle est allée voir son RH avec les photos. Elle lui a dit très naïvement, on s'était préparé à ça, elle lui a posé la question naïve. Jean-Yves, tu me disais que tu m'as convoqué le mois dernier en me disant que mes tenues n'étaient pas professionnelles. J'ai bien sûr envie de suivre tes conseils pour être plus professionnelle. Là, tu as 30 photos de toutes les tenues que j'ai pu mettre le mois dernier. Est-ce que tu peux me pointer de manière claire ce que tu trouves de pas professionnel pour que je puisse avancer? Ça a bégayé très dur. Parce que... et en fait, ça, c'était un truc que je lui avais dit, en fait, quand on veut te saquer, on va être dans le flou. On m'a dit que, tu vois, la voisine de la tante de Moko, là, voilà, on va te sortir un truc comme ça. Or, le truc, c'est, quand quelqu'un veut te saquer, il va être extrêmement flou, et en fait, le jeu, ça va être de le forcer à préciser.
Et en fait, c'est une technique que j'appelle la technique de la cornerisation. En fait, on te pousse dans un corner parce que on peut partir, enfin, si je schématise assez grossièrement, il est dans le tort, je suis dans la vérité. Et une personne qui est dans le tort, en fait, elle peut avancer jusqu'à un certain point. Moi qui suis dans la vérité, j'ai une marge beaucoup plus grande. Parce que la personne à qui je vais poser des questions, elle ne va pas tout avouer en disant « Oui, je suis raciste, c'est pour ça que je trouve que tes tenues, elles sont pas appropriées. Oui, je suis fou. » Non, non. Donc du coup, quand on a pris conscience de ça, c'est à partir de ça en fait qu'on a imaginé une stratégie. Donc si on en revient à l'exemple que tu as donné, si par exemple on vient te dire que ces tresses ne sont pas professionnelles, tu te remets en position d'interrogation et t'interroges ça. Ok, mes cheveux ne sont pas professionnels, mais du coup, est-ce que vous avez des exemples dans le règlement intérieur? Ah mais non, mais tu sais très bien que non, et c'est pas professionnel. Mais... Ah ok, c'est pas dans le règlement intérieur, d'accord. Est-ce que tu as des photos de couple que tu penserais professionnelles du coup, pour que je puisse avancer dans ton sens? Mais non, mais tu vois, accrobranche, tout ça, et là on sait que la personne, on l'a perdue. Et comment s'émanciper, je dirais, du regard des autres? Parce que je sais que dans beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes en fait ont vécu ce sentiment où elles ne savent plus forcément comment se coiffer. Est-ce qu'il faut que je défrise? Est-ce qu'il faut que j'attache mes cheveux? Est-ce qu'il faut que je reste en afro? Comment s'émanciper en fait, mais à l'intérieur du regard de l'autre en fait? Alors quand tu dis du regard de l'autre, je vais aller plus loin, du regard blanc. Comment s'émanciper du regard blanc? Je pense pas qu'on puisse s'émanciper totalement du regard blanc. Mais comme dit un philosophe renommé de notre temps, 50 Cent, on peut mourir en essayant. L'idée c'est d'avancer de cette manière-là. L'idée c'est de tous les jours essayer de s'affranchir. Et aussi en fait le truc c'est que concrètement, ok, lundi c'est les cheveux. Mardi ça va être les grosses fesses. Mercredi ça va être le nez. Donc on fait quoi? En vrai on fait quoi? Et donc, je pense que exister debout, en tout cas en terrain occidental, c'est quelque chose d'éminemment et d'horrifiquement politique. Donc, il y a des choix en fait qui doivent être faits, et en fait, ces choix qu'on va faire en fait ne seront jamais des choix ce seront jamais en fait des choix qu'on va assumer avec le sourire. Il y aura toujours des conséquences, et je pense que le seul élément qu'on a, c'est se poser la question de quelles conséquences on est prêt à supporter. Est-ce que moi, en tout cas en tant que femme noire, quand j'arrive dans une entreprise, est-ce que j'ai envie de me défriser les cheveux pour pouvoir correspondre? Ça aura des effets sur moi aussi, parce que je vais être dans cette espèce d'humanité contrariée. Ou est-ce que je garde ma coupe afro et derrière, je sais que je vais au combat? C'est tout ça, c'est à chaque fois choisir, en tout cas en terrain occidental, c'est à chaque fois choisir quelles conséquences on peut gérer et affronter. Et dans une interview, tu évoquais en fait le cas des personnes racisées victimes d'islamophobie. Tu leur disais qu'il ne fallait pas se justifier en fait. Jamais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, je dirais ça à tout le monde. En fait, je pense que s'il y a des gens qui se lèvent le matin pour nous demander de... en fait, s'il y a des gens qui se lèvent le matin qui n'ont pas besoin de justifier leur humanité, je pense que c'est un peu nous. Je pense qu'on doit essayer d'acquérir ce droit de ne pas avoir à justifier son humanité. Je pense que c'est primordial. Et si jamais notre humanité est une question qui se pose, c'est à nous de jamais y répondre. De jamais s'abaisser à y répondre. Parce que quand on est dans la justification de son humanité, on regarde l'autre en lui disant « c'est toi qui vas être l'assesseur de mon humanité. C'est toi qui vas me valider. » Et en fait, c'est une perte de temps inimaginable. De se lever le matin, d'aller argumenter Jean-Michel sur pourquoi on est un être humain, et qu'à la fin de notre argumentation, Jean-Michel se lève et dit « il y a des frites à la cantine, je te laisse. » C'est la mort. Donc ça c'est un truc, je le dirai tous les jours, et je pense que je vais mourir sur cette colline. Le temps, pitié. Et en fait, le truc, c'est que on pourrait dire « ah, mais Marie, t'es contre le dialogue, gna gna gna. » En fait, non. C'est-à-dire que l'espoir, en fait, l'espoir, comme la dignité, en fait, c'est des denrées rares. En tant qu'être politique, l'espoir et la dignité sont des denrées rares qu'il convient en fait de jamais gaspiller. Et quand tu t'assois 40 minutes avec Jean-Mi
pour lui expliquer que non, il n'a pas à mettre ta main dans tes cheveux, ces 40 minutes, tu aurais pu faire autre chose. À l'ère de Netflix, c'est inadmissible. C'est inadmissible de perdre 40 minutes à expliquer à quelqu'un « Mais tu vois, je suis un être humain. » Non, c'est inadmissible. Ces 40 minutes, déjà, t'es pas payé. Déjà, ça, c'est un facteur... Enfin, voilà. Là, on est en 2020. En 2019, à chaque fois que j'ai parlé de race, de racisme devant un public blanc ou mixte, j'ai été payé. Tu vas aussi fait également sur Twitter un hashtag « Jeudi survie au taf ». Est-ce que c'est un moyen du coup de dénoncer clairement le quotidien des minorités dans le milieu professionnel? Alors en fait, dénoncer, je dirais non. Dans le sens où dénoncer, c'est un peu « Oh, regardez comment on souffre ». Moi, je dirais, en fait, j'ai fait le choix de faire ce hashtag pour que les personnes que je ne peux pas suivre puissent en fait avoir des ressources pour se défendre. En fait, il y a que... c'est un peu ma manière en fait d'envisager les choses, c'est-à-dire que je vais parler aux gens qui ont besoin de moi, je vais parler aux gens qui ont besoin, qui ont un réel besoin d'appliquer des tactiques de survie en fait. Enfin voilà, je pense qu'on tombe tous dans cet écueil. Moi-même je me suis dit, quand j'ai commencé mon agence, j'ai fait la vaillante, je me suis dit, ah mais Marie, tu vas aller former les entreprises, le monde va changer. J'ai fait 2 formations. 2 formations où à la fin de la formation, il y a un bus qui passe et tu te dis « Ah, je vais peut-être me jeter en... » Et je me suis dit, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de parler à des gens avec qui je partage en fait une vraie communauté de destin. J'ai plus envie de parler à Jean-Michel. J'ai plus envie de parler à Amandine et lui faire comprendre que... En fait, je trouve que... Comment dire, sans être abrupte... Enfin, si je vais être abrupte. En fait, je pense qu'il n'y a pas de formation à la décence. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, j'ai jamais vu de personnes aborigènes. Je n'ai jamais vu de personnes inuites, par exemple. Mais je sais parfaitement que je me comporterai jamais de la même façon que Jean-Mi, qui lui se comporte comme si les Noirs ont été inventés en 2019. C'est pas possible. Du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous donner donc 3 mots, 3 tactiques en fait, qui toi t'ont aidé dans ton parcours pour prendre ta place et pour être, je dirais, quelque part libre? Je suis pas encore libre. En cours de liberté, en apprentissage de liberté. Je dirais que c'est toujours le même... le leitmotiv en fait dans toutes les situations, c'est toujours verbaliser, nommer, confronter. Verbaliser, je nomme ce qui... je verbalise, c'est-à-dire que je fais état qu'il y a une gêne ou un malaise, je nomme, Jean-Mi, tu viens de me faire ça, je confronte, fais en sorte que ce soit la dernière fois. Voilà. Merci beaucoup, Marie da Silva. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Restez connectés pour la suite et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, prenez soin de vous et à très vite.